Bonjour, bonne année à tous et merci de votre fidélité à France 24 à l'heure de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction. Reporter s'intéresse cette semaine à la question de la terre au Burundi. Dans ce pays d'Afrique de l'Est où 90% de la population vit de l'agriculture, la terre pose de sérieux problèmes. Il y a de plus en plus de paysans pour de moins en moins de terres exploitables. En cause, une démographie galopante. La population du Burundi risque de doubler, voire de tripler d'ici à 2050. Conséquence, les histoires d'héritage sont extrêmement complexes. Les tribunaux sont débordés, dépassés même. Les registres cadastraux sont inexistants. Et depuis la fin en 2004 de la guerre civile, le retour des réfugiés souhaitant récupérer leurs propriétés occupées ou revendues entre-temps, la situation a empiré. Notre envoyé spécial, Jérôme Bonnard, rentre du Burundi où il a enquêté sur le drame de la terre. Il répond à nos questions dans un instant. Bienvenue dans Reporter. Le tribunal de grande instance de Ngozi, au nord du pays. Ce matin-là, on prend son mal en patience. Les audiences s'enchaînent. Et c'est chaque semaine la même chose. Au Burundi, les dossiers liés au conflit foncier s'accumulent sur les bureaux des juges. Succession, litiges entre voisins, morcellement et marchandage des terres, des milliers de cas qui polluent les relations entre paysans. Cet homme, par exemple, affirme être harcelé par son cousin. Il récolte sur nos terres alors que mon père y vit toujours, avec moi et mes frères. Les sages ont déjà jugé l'affaire au village et j'ai gagné. Mais pour le cousin, c'est le juge de proximité qui a donné raison à son grand-père il y a plus de 40 ans. Ce gars n'a aucun droit sur cette terre. S'il en avait, on verrait son nom sur ce document. Mon grand-père m'a toujours dit que c'était à lui, je ne peux en aucun cas la lui céder. Ce tribunal est souvent le dernier recours pour ces gens. Les procès sont complexes et parfois interminables. Dans les campagnes, la parole l'emporte souvent sur les cris. La plupart des fois, des affaires qu'on connaît ici ne sont pas des terres enregistrées. Alors on est obligé de s'en remettre aux déclarations des témoins. Conséquence, à peine un cas sur 5 est réglé. Apollinaire espère en faire partie. Il est en conflit depuis 5 ans. Son village est loin. Il n'a pas pu venir le jour du verdict. C'est donc l'huissier qui va lui remettre aujourd'hui la décision finale. Mais il va déchanter. Écoutez bien, ici à Ngozi, on a reçu votre plainte, monsieur Apollinaire. Mais les arguments apportés n'ont pas été convaincants. La propriété qui fait l'objet du litige sera donc partagée entre les deux parties. Vous avez entendu? La terre qui est l'objet de votre conflit sera partagée entre vous et les descendants de la partie adverse. Pour Apollinaire, la pilule est dure à avaler. Les gens du tribunal me demandent de partager la terre de mon grand-père. Et vous ne voulez pas? Bien sûr que non. Afin de comprendre cette affaire, nous accompagnons Apollinaire sur sa terre natale, à une trentaine de kilomètres du tribunal. Endetté par ce procès, il a peu de chances de pouvoir faire appel. Voici le petit champ qui fait l'objet du conflit. Son grand-père l'aurait acquis sous le régime royal en 1952. Vous voyez, là-bas je cultive du manioc, des haricots. Il y a aussi des caféiers et de l'avocat là-bas. De quoi créer des tensions dans un pays très pauvre où l'on se contente d'un minimum pour survivre, malgré la richesse de la terre. Chez Apollinaire, il y a des dizaines de descendants. Certains ont pris possession de la colline familiale, un moyen de pression pour qu'il cède un peu de terre héritée du royaume. Voici son cousin Melchior, il avait le même arrière-grand-père, le seul point commun avec Apollinaire, car pour le reste, tout les sépare. Et lorsque les deux hommes acceptent de se parler, c'est toujours un événement au sein de la famille. Mais il est bien difficile de savoir où est la vérité. Si une seule fois ton grand-père a cultivé de la patate douce sur cette terre, alors dis-le. Il ment. Tu oses dire que je mens? Pourquoi je dis qu'il ment? Eh bien, il faut savoir qui le roi a dû exproprier pour donner cette terre. Qui a-t-il chassé? Cette terre, avant, avait été achetée par mon grand-père pour 1 mouton et 3 pioches. La justice a tranché.
Mais la famille restera divisée encore longtemps. Au Burundi, la terre se transmet de génération en génération. Selon le droit coutumier, les vieux sages sont les gardiens des collines. Face à l'ampleur de ces batailles pour la terre, l'État tente tant bien que mal de décentraliser les services cadastraux, trop éloignés, trop coûteux. Dans cette commune, près de Ngozi, voici un guichet foncier pilote. Une révolution. Ici, les paysans peuvent enfin faire sécuriser leurs terres. Ils viennent en grand nombre parce que ils ont peur qu'on peut quand même réparer les parcelles suite à la crise qui a quand même menacé notre commune. Des parcelles de plus en plus convoitées et morcelées. Au Burundi, il y a de moins en moins de place, de plus en plus de bouches à nourrir. La population risque de doubler d'ici 30 ans. Il faut trouver des alternatives, comme par exemple cultiver les marais. Beaucoup de ménages se ruent sur cette terre autrefois délaissée pour faire pousser le riz. Un moyen de survivre et d'échapper au conflit de la terre, un sujet qu'on préfère oublier. Non, ils ont peur de le montrer. Ça n'a pas une bonne connotation de dire qu'on a eu des disputes. Donc ils ne vont pas vous dire directement. Mais quand même, la plupart, ils ont connu des histoires de disputes de terre. Ici, on ne se dispute plus. Hommes, femmes, voisins, cousins, ils sont tous descendus des villages alentours. Dans un seul but, travailler la terre ensemble. Du jamais vu au Burundi, ils sont quelques centaines et peuvent espérer produire 5 tonnes de riz par hectare. C'est une alternative qu'on est en train de mettre en place en aidant les ménages qui ont des parcelles à marais à bien les exploiter et à faire une bonne gestion de l'eau autour des associations, quitte à ce qu'ils puissent cultiver pendant tous les 3 saisons culturelles de l'année. Objectif, manger. Et en plus, si tout va bien, gagner un peu d'argent en vendant des surplus de récolte. Mais dans le contexte actuel, cette stratégie a ses limites. Étant donné que la terre n'est pas élastique, à un certain moment, si ça continue comme ça, avec une démographie pareille, avec des naissances non contrôlées, on arrivera à un certain moment à un blocage. Ce qui fait qu'il faudrait aussi des activités de limitation des naissances. Et ça, c'est toute une politique. Mais le Burundi doit faire face à un autre problème. Le retour des réfugiés. Ils sont plus de 500 000 dans tout le pays. Nous sommes à Rumonge, dans le sud, ville particulièrement touchée par les 2 guerres ethniques. Des milliers de morts, beaucoup d'exilés. Aujourd'hui, les rapatriés réclament leurs terres occupées par des anciens voisins ou rachetées par d'autres. Beaucoup s'adressent à la CNTB, la Commission nationale des terres et autres biens, qui gère les litiges. Dans cette antenne de médiation, la plupart des cas aboutissent à un accord négocié entre le rapatrié et le nouvel occupant. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de l'entente. Et c'est le partage devant l'instance de la CNTB. Environ 10% de ces négociations échouent. La commission se tourne alors vers l'État. La CNTB doit collaborer avec l'administration. C'est l'administration qui cherche les places vides pour placer les rapatriés qui deviennent des sans-terre. Et les plus chanceux des sans-terre se retrouvent dans ce qu'on appelle des villages intégrés, en périphérie de Rumonge. Dans celui-ci, 568 ménages ont reçu une petite cabane, un jardin, quelques animaux, grâce à des agences des Nations Unies. Safia est veuve et mère de 6 enfants. Exilée en Tanzanie, elle n'avait pas revu son pays depuis 30 ans. Aujourd'hui, elle est obligée de travailler chez des gens. Je vends ma main-d'œuvre, je travaille chez des agriculteurs dans leurs champs. Ils me donnent un peu d'argent et avec ça, j'essaye de gérer mon quotidien et celui de mes enfants. Mais ce n'est pas suffisant. Elle attend toujours le demi-hectare de parcelles qu'on lui a promis, comme à tous les résidents du village.
Quand j'aurai enfin obtenu cette terre, je pourrai faire mes propres cultures, planter de nouvelles semences, en vendre un peu et garder le reste pour nourrir ma famille. Ce village existe depuis déjà 2 ans et visiblement, la délivrance de ces parcelles a pris du retard. Les blocs vivriers appartiennent normalement à l'État. Et l'État, quand il a voulu reprendre ces terres, ces blocs vivriers pour les distribuer aux gens installés dans ces villages ruraux intégrés, il y a des réticences de la part des anciens exploitants. Les blocs en question, les voici. C'est l'or du Burundi, des palmiers à perte de vue. On en fait de l'huile, des savons, l'une des fiertés du pays. À l'origine, des terres laissées par les exilés après les massacres de 72. L'administration de l'époque les a ensuite confiées à des paysans. Des paysans devenus riches et pas vraiment prêts à partager le fruit de leur réussite. Même si aujourd'hui, l'État leur a donné l'ordre de reprendre une partie des terres. D'ailleurs, certaines zones ont déjà été délimitées, mais visiblement, le facteur a oublié de passer. Vous dites que vous n'avez pas été prévenu, pourtant il y a une ordonnance du ministère de l'Agriculture. C'est pour la première fois, moi personnellement, que je vois ceci. Vrai ou faux, sur le papier, l'État demande la restitution de 1000 hectares pour les rapatrier. Ces exploitants n'ont pas l'intention de céder sans contrepartie et ils mettent en garde. Nous sommes fiers à ce que nos frères et sœurs rapatriés soient réinstallés dans de bonnes conditions, qu'ils aient des terres. Toutefois, c'est une question à mûrir, sinon ça va créer une haine entre les compatriotes. 1 millier de fermiers seraient concernés. Des enjeux économiques considérables qui pourraient mettre en péril de nombreux emplois. Même leurs ouvriers ne sont pas contents. On n'a même pas été consultés, on n'a rien fait pour nous. Comment vais-je nourrir mes enfants ? Le Burundi se remet lentement d'un passé très mouvementé. Mais cette crise pourrait mettre en péril le processus de réconciliation nationale. Une réforme du code foncier est en cours, mais le temps presse. Comme dans de nombreux pays d'Afrique, l'exode rural avance. Chaque jour, les rues de Bujumbura, la capitale, se remplissent de taxis-vélos. Ces jeunes sans avenir ont fui les campagnes pour des jours meilleurs. Merci Jérôme Bonnard pour ce document édifiant sur un pays dont on parle assez peu, le Burundi. Alors, les magistrats éprouvent tout le mal de la terre et croyez-moi, le jeu de mots est involontaire pour résoudre les problèmes fonciers et pour cause, il n'existe pas de politique foncière au Burundi. Oui, je dirais qu'il n'existe pas de politique efficace. Je vous rappelle que le Burundi est un pays indépendant depuis 1962. Il était avant sous mandat belge. Et il y a un seul code foncier, une seule loi foncière qui a été votée depuis en 1986. Et aujourd'hui, face à la situation actuelle, c'est une loi qui est totalement inadaptée. Les paysans dans les campagnes s'en remettent souvent aux droits coutumiers. C'est grâce aux sages des collines notamment qu'ils transmettent ce bien collectif qui est la terre de génération en génération. Et lorsqu'il y a conflit comme maintenant, ça pose de réels problèmes dans les tribunaux parce qu'il y a une absence de preuves et de documents officiels. D'où ces échanges entre Melchior, par exemple, et son cousin Apollinaire qu'on voit dans votre sujet. On aurait envie d'en rire presque, sauf que dans certaines situations, comme le cas des palmeraies qu'on a vu, c'est moins drôle. Alors effectivement, le cas des palmeraies, ce sont des terres qui ont été que les administrations de l'époque se sont appropriées et ont donné à d'autres paysans il y a 30-40 ans, et des paysans qui ont construit un empire dessus grâce à ces palmeraies, en faisant de l'huile de palmeraie, du savon, un véritable empire. Et aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à partager ces terres, car il y a des milliers de réfugiés qui rentrent encore de Tanzanie ou du Congo et qui réclament leurs terres. Et certaines de ces terres étaient là où il y a ces blocs vivriers aujourd'hui. Donc ça risque de créer vraiment des tensions. Il faut être prudent, c'est une question très sensible. On ne va pas parler non plus de génocide, mais des tensions possibles, car ces paysans devenus riches faisaient partie d'autres ethnies. Ils ont eu ces terres, ils ont fait de l'argent dessus et se trouvent maintenant face à des gens qui aussi les réclament légitimement. D'où le rôle peut-être de cette fameuse Commission nationale des terres et autres biens. Oui, alors là, c'est un cas, un exemple concret de prise de conscience de cette problématique au Burundi. L'État a mis en place cette
commission nationale en 2006, une commission qui est vraiment hors du circuit judiciaire, qui est là pour résoudre les problèmes par la médiation. Alors souvent, on trouve des accords amiables, les terres sont partagées en deux. Dans aussi un certain nombre de cas, il n'y a plus de solution. Donc soit les paysans en colère se retournent vers la justice, mais on a vu comment ça se passe, ça peut prendre des années, ou alors ils deviennent sans terre. La politique de la terre, Jérôme Bonnard, on l'a compris au Burundi, est liée aussi au contrôle de naissance. Beaucoup de bouches à nourrir et peu de terres arables. Qu'est-ce qu'on en dit à Bujumbura ? Effectivement, la démographie galopante, c'est un gros problème. Maintenant que le pays retrouve une certaine stabilité politique, les gens ont moins peur, ils font plus d'enfants, mais malheureusement, il n'y a plus assez de terre pour nourrir tous ces jeunes. Alors la démographie, il y a une loi qui devrait être votée, une nouvelle loi foncière, qui est maintenant au Parlement en discussion, qui devrait être votée bientôt, qui va aider à décentraliser l'ancienne loi foncière, c'est-à-dire que les paysans pourront peut-être enregistrer leurs terres plus facilement grâce à des guichets fonciers dans les campagnes, et qui devrait aussi inclure le planning familial pour aider à lutter donc contre ce fléau, si je puis dire. Mais je dirais enfin, pour terminer, que ce pays, il faut aussi vraiment un véritable changement de mentalité. Il faut essayer de diversifier l'agriculture, de la rendre attractive afin qu'elle puisse créer de l'emploi et éviter des conflits tristes comme le pays l'a vécu pendant des décennies. Merci Jérôme Bonnard, et c'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci à vous de nous être restés fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur cette antenne.